Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui reviendra sur les faits marquants durant ce mois dans le marché de l'art. Mais c'est aussi l'occasion de vous remercier pour vos très nombreux retours suite au premier épisode le mois dernier de la série Rencontres, qui a pour objectif, au-delà de partir à la découverte d'un métier du marché de l'art et de ses pratiques professionnelles, de vous faire rencontrer une personnalité qui marque de son empreinte unique le monde de l'art de par son expertise, son talent, sa renommée. Au mois de mars, dans le marché de l'art, c'est souvent une actualité protéiforme qui domine autour de la célébration des femmes artistes, mais aussi l'annonce de la parution des analyses sur les tendances économiques du marché de l'art de l'année précédente. Et de toutes ces informations foisonnantes en ce début de printemps, j'ai choisi d'en sélectionner certaines qui résonnaient avec l'état de notre monde et d'autres qui soulignaient définitivement sa résilience. Comme évoqué lors du dernier épisode de l'année précédente, le musée du Louvre s'est offert un nouveau trésor. Le tableau Le panier des fraises de Jean-Siméon Chardin a été acquis par le musée du Louvre grâce notamment aux dons de milliers de Français. Le panier de fraises, exposé au Salon Carré du musée du Louvre par le peintre à l'été 1761, est l'une des dernières natures mortes de Chardin, qui était alors à l'apogée de sa carrière, ce qui lui a valu une reconnaissance dans toute l'Europe et d'importantes commandes royales. Et c'est grâce à l'opération Tous Mécènes que le musée a collecté les 1,6 million d'euros manquants pour s'offrir ce trésor, qui est exposé au Louvre-Sens depuis le 21 mars. Avec un don moyen de 165 €, toutes générations confondues, ce sont près de 10 000 donateurs français qui se sont mobilisés pour permettre au panier de fraises de Chardin de rentrer dans les collections nationales. Ces dons sont défiscalisables et viennent compléter ainsi les 15 millions donnés par le géant du luxe LVMH, les 500 000 € de la Société des Amis du Louvre, les aides d'autres grands donateurs, et notamment américains, et des crédits d'acquisition du musée. Sur un autre continent, en Asie cette fois, quelle jolie première et belle promesse! Exposée chez Christie's à Hong Kong durant la foire Art Basel du 26 au 30 mars 2024, l'exposition Cohesion Lights, organisée par Camille Kaiga, célèbre des personnalités artistiques qui ont participé à la foire d'art contemporain africain 154, qui a été lancée en 2013 à Londres. L'exposition présente une riche palette de philosophies esthétiques et d'approches, offrant une opportunité unique d'apercevoir les évolutions dans l'art contemporain du continent africain sur le continent asiatique. Coalition Light est la troisième série d'expositions de 154 Presents et sa toute première en Asie. Elle traverse plusieurs générations artistiques et met en valeur l'engagement indéfectible de la foire 154 à élargir le discours sur l'art contemporain en Afrique. L'exposition met en lumière une sélection d'œuvres d'art par des artistes qui ont laissé une empreinte significative lors des précédentes éditions de 154 et couvre une vaste gamme de médiums dont la peinture, la photographie, l'installation sculpturale et les pièces textiles. 5 thématiques sont abordées: la tradition, la spiritualité et les connaissances anciennes, entrelacées avec des souvenirs personnels et culturels, la relation à l'intimité et au corps, les limites environnementales et matérielles, la translocation et l'éphémère qui aboutissent aux préoccupations concernant la représentation et la visibilité à travers les médiums. La commissaire Camille Kaiga s'est inspirée de la vision du commissaire franco-camerounais Simon Nadji, qui célèbre la transdisciplinarité de l'art contemporain multidimensionnel, constamment en mouvement, refusant l'enfermement et la catégorisation, et mettant en lumière la vaste diversité des talents dans l'art contemporain du continent africain. Et grâce aux œuvres des artistes Omar Ba, Ouattara Watts, Ibrahim El Salahi, Barthélemy Togo, Wura Natashi Ogunji, Ibrahim Mahama, Virginia Chiota, Tarikou Chifero, Tesfaye Urgessa, Joël Andriano Mehari Sora, Tadesse Mesfin, Youssef Nabil, Abdoulaye Konaté, Sana Gatesha, Dalila Daleas Bouzar, Aboudia, Zanele Muoli, Sedou Keita,
Baya, Sheikh Dan, Edson Chagas, Prince Ghazi, Samuel Nonrom, Cornelius Anor, Moffat Takadiwa, Serge Atokwe-Cloté et Atlis Batatlas, l'artiste ivoirienne Johanna Choumali. Les amateurs d'art et les collectionneurs hongkongais vont partir à la découverte de ces artistes du continent. Et du côté des NFT, quoi de neuf? Si 2023 était l'année de fort réajustement dans ce secteur, le 12 mars dernier à New York, Christie's et son département dédié 3.0 a lancé le projet Source en NFT, réalisé par l'artiste Robert Alice, qui est une première collection d'art génératif à la chaîne, comprenant 125 œuvres uniques de cet artiste, et ce projet marque le lancement aux États-Unis de la publication phare des éditions Taschen en NFT qui a inspiré Source. Et c'est à travers des blocs de couleurs, de traînées de fumée brumeuse et des glyphes fragmentés que l'œuvre Source de Robert Alice réfléchit au chaos et à la fragilité de l'histoire contemporaine. Source en NFT s'appuie sur une sélection de 30 textes historiques qui constituent les sources uniques des jetons non fongibles, les NFT. Et ce sont des œuvres exécutées dans des teintes vives, des peintures numériques distinctes qui composent un algorithme textuel génératif et qui sont créées à partir de la collusion et de la mutation de ces textes à l'aide de l'apprentissage génératif. Retour en France avec l'Union européenne qui refait des siennes en provoquant la colère à minima des marchands d'art français qui sont vent debout contre un texte européen. Ainsi, le syndicat national des antiquaires, le SNA, a dénoncé récemment un règlement européen sur l'introduction et l'importation de biens culturels qui risque, selon eux, d'être très dommageable aux marchands d'art et collectionneurs européens. Ce règlement, qui visait à l'origine, selon la Commission européenne, à lutter contre le financement du terrorisme par un trafic illicite d'objets d'art, est néanmoins entré en vigueur en 2019, mais son application définitive, qui nécessite l'installation d'un système informatique centralisé, devrait avoir lieu fin juin 2025. Or, ce texte va obliger tout importateur d'objets d'art en Europe, objet d'art qui sera créé ou découvert en dehors de l'Union européenne, à apporter les preuves qu'il a été exporté légalement depuis son pays d'origine. Autant dire souvent l'impossible, notamment pour les antiquités et pièces archéologiques extra-européennes. Par exemple, si un objet de cette catégorie est vendu en France par un marchand américain, ce dernier aura l'obligation de demander une licence d'importation avec tous les problèmes de délai et complications administratives que cela peut impliquer, et ce dernier ne voudra sans doute pas prendre le risque de se la voir refuser, ce qui entraînerait une éventuelle saisie et confiscation de l'objet entré sans ce document en France ou en Europe. Si depuis 2017, le Code du patrimoine oblige la France à interdire l'importation de biens exportés illégalement, le règlement européen, lui, va beaucoup plus loin en réclamant une licence d'importation ou une déclaration d'importateur qui suppose de fournir des documents parfois inaccessibles ou impossibles à obtenir. Si les antiquités et pièces d'archéologie extra-européennes sont surtout concernées, les arts précolombiens, chinois, japonais, indiens ou islamiques, les fossiles, les icônes russes sont également visés, selon le SNA, rappelant qu'on est dans une logique monétaire avant tout, les antiquités pillées pouvant circuler plus facilement que la drogue ou les armes, et leur trafic concernant aussi la petite délinquance que le grand banditisme et le financement du terrorisme. Mais qui dit mars dit aussi célébration des femmes artistes. Comment les artistes femmes abordent-elles leurs droits et leur identité dans leur travail et au-delà ?
Selon le National Museum of Women in the Arts, 51% des artistes visuels aujourd'hui sont des femmes. Mais en ce qui concerne les expositions et la représentation dans les galeries, les chiffres racontent une autre histoire. À Londres, par exemple, 78% des galeries représentent plus d'hommes que de femmes, tandis que seuls 5% représentent un nombre égal d'artistes hommes et femmes. Alors que signifie être une femme dans l'art ? Sur tous les continents, à la faveur de la journée du 8 mars, dédiée aux droits des femmes, comme du mois de l'histoire des femmes aux États-Unis, les célébrations des artistes femmes s'affichent. Outre-Atlantique a eu lieu un symposium Défier l'Empire, femmes, art et le monde moderne global, organisé en ligne et en présentiel à l'Université de l'Alabama et au Birmingham Museum of Arts. De son côté, le National Art Club aux États-Unis a célébré le mois de l'histoire des femmes avec son 125e anniversaire et l'historienne de l'art Camille Morino qui a discuté de son travail de référencement des artistes femmes avec Aware, archive des artistes femmes, recherche et exposition. Plus loin encore, l'exposition Les femmes de l'Italie du XVIIe siècle à la galerie Hamilton à Victoria en Australie a permis à des conservateurs de Emerging from Darkness et d'autres historiens de l'art de partager des idées sur certaines des femmes les plus remarquables de leur époque. Et si le sujet n'est pas limité aux artistes femmes, ils ont inclus des artistes éminentes de l'époque comme Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana et Elisabetta Sirani. En France, c'est dès le 7 mars, veille de la Journée internationale des droits des femmes, que le prix Aware pour les artistes femmes 2024, 8e édition, a été remis dans les salons du ministère de la Culture. Comme mentionné plus tôt, Aware a été fondé en 2014 par Camille Morino aux fins de rendre visibles les artistes femmes des 19e et 20e siècles. L'association Aware décerne ses prix chaque année depuis 2016 à des artistes de la scène française méritant d'être connus. Le prix Nouveau Regard, cette année, dédié à une artiste en milieu de carrière, a été remis à l'artiste, cinéaste et écrivaine d'origine colombienne, Laura Huertas Millán, dont les films primés à la croisée du cinéma et de la vidéo d'art contemporain critiquent le regard impérialiste et colonialiste ainsi que l'objectivation des corps non occidentaux. Le prix d'honneur, qui offre une dotation de 10 000 €, a été attribué à une artiste justifiant de plus de 40 ans de carrière et décerné à Katarina Tomadaki pour son œuvre commune avec Maria Clonaris. Ces deux artistes sont installés à Paris depuis 1975 et ont produit à travers les années 70-80 des films expérimentaux en caméra Super 8 qui interrogent le rapport du corps féminin à l'image, son engagement dans le processus créatif et son identité en explorant le thème de l'intersexualité. Toujours dans l'Hexagone, la Maison des artistes a célébré à sa façon les artistes visuels à partir d'une sélection d'initiatives, d'articles, d'expositions, de rassemblements et s'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes avec un coup de projecteur, notamment à l'exposition My Own Space de Kate Berry au Quai de la Photo, comme celle de Shana Orloff, sculptée l'époque au musée Zadkine, et l'exposition La Villenoise, exposition photo de femmes d'exception dans le parc Clément-Frison-Roche à Villeneuve-sur-Lot. Le Centre national des arts plastiques, le CNAP, quant à lui, a souhaité faire découvrir 8 œuvres d'artistes femmes récemment acquises en les mettant en avant sur son site internet. Les 8 créations sont celles qui ont rejoint en 2023 la collection nationale dont le CNAP a la charge et sont l'œuvre d'Eva Barthaud et Sophie Bonnet-Pourpé, de Dominique Gonzalez-Foster, de Lamia Jorej, de Kate Newby, de Myriam Mihindou, de Myriam Omar Awadi, de Jess Darling et de Anne Pesker. Last but not least, mars étant aussi le mois du dessin dans le marché de l'art, c'est une artiste femme qui a été mise à l'honneur lors de la 12e édition du Salon des dessins, créé par Ève de Medeiros et consacré au dessin contemporain dans son format traditionnel, tracé à la main sur papier, mais aussi consacré à des formes plus récentes, notamment par le biais de la vidéo. Et c'est le travail de Cristina Escobar, représentée par la galerie Olivier Watman à Paris, qui a été récompensé. Cet artiste travaille sur le thème de l'exil, les femmes, l'enracinement, l'oralité,
Et en tant que récompense, elle partira aussi en résidence en partenariat avec l'Institut français du Sénégal à la Villa Ndar. Le mois de mars est aussi l'éclosion des premières analyses et tendances du marché de l'art. Publié par Artsy et paru le 7 mars, The Women Artist Market Report 2024 souligne qu'au cours des dernières années, le récit est largement resté le même, car malgré des progrès évidents, l'affinité historique du monde de l'art pour les artistes blancs et masculins persiste. Mais attirer l'attention sur ces faits demeure crucial afin de provoquer notamment un changement, et pas seulement pour les artistes s'identifiant comme femmes. Bien que le genre et l'identité d'un artiste ne devraient pas en principe éclipser ou définir leur travail, à moins qu'ils ne le souhaitent ainsi, nous ne pourrons ignorer le modèle persistant d'inégalité des genres en ce qui concerne les artistes connaissant le plus de succès commercial. Et en examinant les actions commerciales sur Artsy en 2023, le constat est clair. 25% des demandes concernent des œuvres provenant d'artistes s'identifiant comme femmes, et les œuvres d'artistes masculins, en revanche, représentent 71%. Les 4% restants étant répartis entre les artistes non-binaires, les collectifs et ceux sans spécification de genre. Mais si on se concentre sur les artistes ultra-contemporains, les œuvres d'artistes s'identifiant comme femmes représentent une proportion plus grande de 35% de toutes les demandes. Et si on réduit encore davantage la focale, en se concentrant cette fois sur les artistes de la génération Z, soit nés en 97 ou après, on découvre pour la première fois une image prometteuse de parité. Les œuvres d'artistes femmes représentent alors 51% des demandes. Il est à noter que tous les artistes de cette liste se concentrent au moins en partie sur la peinture figurative. Mais plus intéressant encore, on note la forte représentation d'artistes originaires du continent africain. Et du côté des collectionneurs, ou plutôt des collectionneuses, l'enquête Art Basel et UBS sur les collections d'art dans le monde en 2023 annonce une tendance. Alors que les collectionneurs masculins continuent de faire sensation avec leurs dépenses spectaculaires, il y aurait plus de double d'hommes qui dépensent plus d'$1 million pour acquérir des œuvres d'art, il existe une participation soutenue de plus en plus sérieuse de collectionneuses qui est soulignée. Et les dépenses médianes des femmes ont dépassé celles des hommes au cours du premier semestre de 2023. Avec une médiane de $72 500, les femmes ont dépensé plus que les hommes cette année-là et au cours des 2 années précédentes. De plus, il y aurait une proportion plus élevée de femmes répondantes dans le groupe d'âge des baby-boomers, les plus riches du monde selon Forbes. Alors comment le pouvoir d'achat croissant des femmes pourrait refaçonner le marché ? Si dans ce rapport il est noté que les collectionneurs fortunés ont dépensé moins pour des œuvres d'artistes femmes en 2022 et 2023, et que la part des œuvres d'art par des femmes dans leur collection a baissé de 3%, il est rappelé notamment que pour ceux dépensant plus de $10 millions par an pour acquérir de l'art, les collectionneurs ont consacré près de 9% de plus aux artistes femmes en 2023. Enfin, attendu par nombre de professionnels du marché de l'art, le rapport annuel du marché de l'art 2023 a été publié par Art Basel le 13 mars dernier, en revenant sur les tendances de l'année et en soulignant les points clés. Si globalement le marché de l'art a résisté en 2023 et en dépit d'un ralentissement des ventes, la valeur globale du marché a diminué de 4% pour un montant estimé à $65 milliards. Et si les facteurs clés tels que l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation et l'instabilité politique ont contribué à ce ralentissement de la croissance dans le segment supérieur du marché, il faut noter néanmoins une progression de 4% du volume des transactions. Par ailleurs, le marché de l'art a poursuivi son évolution sur 2 axes, les ventes standards et celles en ligne. L'augmentation des coûts, comme dans beaucoup d'autres secteurs, a été le principal défi pour les entreprises du marché de l'art en 2023. Et la rentabilité est devenue un indicateur plus étroitement surveillé que le chiffre d'affaires.
Sur les places du marché, les États-Unis ont conservé leur position de leader sur le marché mondial de l'art, avec 40% des ventes en valeur, mais une baisse de 3% par rapport à l'année précédente. La Chine a dépassé le Royaume-Uni pour prendre la seconde place, sa part atteignant 19%, tandis que le Royaume-Uni prend la troisième place avec une part à 17%. La France reste en quatrième position du marché de l'art avec 7% des ventes mondiales. Après 2 années de croissance continue, les ventes des galeries et des marchands ont diminué en 2023 de 3%. Et pour les ventes aux enchères, après une année record en 2022, elles ont aussi baissé, mais de 7%. Les ventes d'art moderne ont connu en 2023 aussi un nouveau ralentissement, de même pour l'art impressionniste et post-impressionniste, après leur plus forte performance aux enchères en 2022. Pour les foires d'art, en 2023, les ventes ont représenté 29% du chiffre d'affaires total des marchands, affichant une baisse de 6% par rapport à 2022. Par ailleurs, les ventes mondiales en ligne, elles, ont progressé de 7% en 2023. Et si l'on remarque une baisse par rapport au pic de 2021, juste après la pandémie, les ventes sont restées presque 2 fois plus élevées qu'en 2019 et ont représenté 18% du chiffre d'affaires total du marché de l'art. Pour les NFT, après avoir atteint un sommet de 2,9 milliards de dollars en 2021, la tendance à la baisse des ventes liées à l'art, en dehors du marché de l'art, s'est poursuivie en 2023. Les ventes de NFT sur les plateformes sont tombées à 1,2 milliard de dollars, soit une baisse de 51% en glissement annuel. Et selon les analystes, le marché de l'art continue de prouver sa résilience, associée à la vigueur des marchés financiers, aux baisses attendues des taux d'intérêt et à une inflation en baisse. Il est aujourd'hui porteur d'espoir pour l'année en cours. À l'horizon 2024, 36% des marchands s'attendent à une légère hausse des ventes, tandis que 48% prévoient une stabilité du chiffre d'affaires et seulement 16% d'entre eux anticipent une baisse. Si dans le monde 1848 fut l'année des révolutions, 2024 est annoncé comme l'année des élections dans plus de 70 pays, et pas des moindres, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, la Russie et Taïwan. Et plus de la moitié de la population mondiale se rendra aux urnes cette année, dans ce que The Economist a qualifié de la plus grande année électorale de l'histoire, la démocratie étant parfois en jeu. Avec l'avènement des conflits meurtriers en Ukraine et au Moyen-Orient et un nombre croissant de gouvernements élus qui basculent dans l'autoritarisme, la liberté d'expression est de plus en plus menacée, à la fois publiquement et en privé, et surtout dans les arts visuels. Alors, pour l'art contemporain, censure ou prudence en 2024 ? L'art visuel est un domaine extrêmement diversifié de la créativité humaine, mais en ces temps contraints, on pourrait se demander si certains artistes pratiquent l'autocensure ou donnent simplement aux conservateurs et aux collectionneurs ce qu'ils attendent. La foire d'Art Basel à Hong Kong en cette fin mars affirme qu'elle n'opère aucun processus de vérification formelle pour le contenu des œuvres présentées. Pourtant, un exposant régulier à la foire de Hong Kong, parlant sous couvert d'anonymat, déclare que les marchands veillent à ne pas montrer d'œuvres qui pourraient fâcher les autorités locales. Par ailleurs, aucun conservateur, en choisissant le thème de son exposition, ne semble chercher directement à capitaliser sur les questions sensibles du moment, même si tous sont influencés par elles, comme avec la sélection du commissaire Pedrosa à découvrir le mois prochain la Biennale de Venise intitulée « Étrangers partout », qui se concentrera sur les œuvres d'artistes queer, outsiders et autochtones que les sociétés ont traditionnellement considérées comme étrangères. Alors, en cette fin du premier trimestre de 2024, on entend davantage de murmures positifs. Bien que les tensions géopolitiques persistent, la baisse de l'inflation et les prédictions généralisées de baisse de taux d'intérêt
fournissent au marché de l'art des motifs d'optimisme et les principaux acteurs soulignent la résilience du marché de l'art et surtout sa capacité de renouvellement. Mais c'est surtout les collectionneurs et amateurs d'art qui piaffent d'impatience à l'aube de grands rendez-vous, notamment pour l'art contemporain, prévus à Paris, New York, Venise le mois prochain. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 3 de la saison 5, Femmes artistes à l'honneur, première et tendance du marché. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.